Ok, alors ensuite c'est parti, donc on va aborder le thème 2. Alors le thème 2, c'est les formes de l'État. Alors on distingue deux grandes catégories. Donc on a déjà l'État unitaire, c'est-à-dire avec un pouvoir concentré, genre la France. Et ensuite on va avoir l'État composé. Alors ça va être un pouvoir réparti, avec genre les États fédéraux aux États-Unis ou au Canada. Donc en premier on va avoir l'État unitaire. Alors l'État unitaire, en fait comme on l'a vu au début, il veut que les pouvoirs soient suprêmes et concentrés. Sauf que c'est pas vraiment possible pour un État d'avoir l'entièreté de ses pouvoirs concentrés. Donc ce qu'ils font, c'est que les États s'adaptent et ils essayent en fait d'atteindre un maximum cet idéal. Donc on va retrouver en fait à la tête de l'État une répartition des pouvoirs quand même. Donc comme c'est pas possible, on va distinguer trois types d'États au sein de l'État unitaire. On va avoir l'État déconcentré, l'État décentralisé et l'État régionalisé. Donc l'État déconcentré, c'est le modèle qui se rapproche le plus de l'État unitaire, c'est-à-dire avec la plus haute concentration de pouvoir, mais c'est une concentration de pouvoir qui donc n'est pas absolue puisqu'elle répond à un idéal. Et on va avoir plusieurs caractéristiques. Donc tout d'abord, le fait que en fait ils peuvent avoir des subordonnés, donc c'est-à-dire d'autres autonomies mais qui respectent les ordres donc, de la capitale, du pouvoir principal. Et donc la seconde caractéristique, c'est que ces pouvoirs donc un peu secondaires qui ont été attribués, ils ont une légère marge de manœuvre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le modèle dans lequel le pouvoir est le plus concentré, donc il est concentré à la capitale, mais en fait son application passe par des subordonnés, mais ces subordonnés sont quand même soumis à l'autorité donc de la capitale. Ensuite on a l'État décentralisé. Alors au sein de l'État décentralisé, on va distinguer la décentralisation territoriale et la décentralisation de fonctionnement. Alors la décentralisation dite territoriale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une répartition du pouvoir au sein même de l'État. L'avantage donc de cette décentralisation territoriale, c'est que même si elle doit obéir à la capitale, il va quand même y avoir une certaine forme de liberté, mais une liberté encadrée par la loi, mais ça permet quand même en fait de prendre en compte les intérêts locaux et non plus ceux uniquement de la capitale. Mais donc on pourrait se dire finalement quelle est la différence entre l'État décentralisé et unitaire. Et l'État unitaire donc c'est un idéal, mais en fait cet idéal donc il est impossible. Donc il y a un aménagement finalement qui est mis en place avec une répartition des pouvoirs, mais qui est contrôlée en fait par la capitale. Là où l'État décentralisé, en fait il y a une autonomie qui est accordée au territoire, enfin aux régions. Ensuite donc les collectivités décentralisées en fait elles vont être élues par le peuple, ce qui fait que en fait elles ne sont pas des subordonnées hiérarchiques de l'État. Ce qui veut dire qu'en fait elles ont leur budget distinct, elles ont donc une forme d'autonomie. Et donc cette autonomie ne dépend pas de l'État, et donc ce budget en fait ils peuvent le tirer de plusieurs manières, donc via les impôts, l'emprunt, ou encore les dotations, ou encore les ressources, genre le tourisme, les trucs comme ça. Donc ce qu'on peut constater, c'est que ces collectivités décentralisées sont autonomes, mais elles ne sont pas indépendantes. Ce qui veut dire qu'elles peuvent être soumises en fait à des contrôles. On va parler alors de tutelle administrative. Donc au sein de ces tutelles administratives, on va distinguer le contrôle a posteriori du contrôle juridictionnalisé. Alors le contrôle a posteriori, donc en fait c'est un contrôle qui intervient généralement après une prise de décision, parce que l'État respecte quand même l'autonomie des collectivités, donc il les laisse faire ce qu'ils veulent, mais de temps en temps il peut quand même y avoir un contrôle. Et alors que le contrôle juridictionnalisé, ça va être un contrôle donc, par un juge administratif. Et donc, en fait, ces caractéristiques et ces contrôles, ils visent à protéger l'autonomie de décision des collectivités territoriales. Ensuite, on va avoir donc le cas particulier de l'État régionalisé. Alors donc, l'État régionalisé, en fait, c'est une notion qui découle de la décentralisation territoriale, mais en accentuant certaines caractéristiques. Et en fait, ça a pour but de limiter le caractère unitaire de l'État. Donc, en gros, dans cet État régionalisé, va y avoir une marge d'autonomie vis-à-vis de l'État qui est plus développée qu'elle devrait l'être. On va par exemple retrouver ça donc en Espagne, avec les communautés autonomes espagnoles, ou alors encore au Royaume-Uni qui fait ça en fait depuis longtemps.
Il va y avoir plusieurs caractéristiques pour l'État régionalisé. Donc déjà, il y a le fait qu'il y ait une répartition des compétences entre donc, les organes centraux de l'État et les collectivités régionalisées. Mais alors cette répartition, elle n'est pas faite que par l'État. En fait, elle est négociée entre l'État et les collectivités régionalisées. Ensuite, il va y avoir une forme de légitimité, parce que dans les collectivités régionalisées, il va y avoir des élus donc, qui vont être adoptés par le peuple, et qui donc finalement légitiment un petit peu ceux qui sont au pouvoir dans ces États régionalisés. Et donc, pour conclure, en fait, au sein des États régionalisés, il va y avoir une dimension aussi politique, c'est-à-dire avec le pouvoir normatif, donc c'est-à-dire le pouvoir de faire des lois, qui va être attribué donc aux chefs des régions, et donc ce qui va en fait leur permettre une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de l'État. Ensuite, on passe à la correction du TD, donc qui était le TD3. Le sujet était « Faut-il renforcer l'autonomie des collectivités locales dans un État unitaire ?» Donc alors, sur la correction, il est parti sur quelque chose d'assez nuancé, c'est-à-dire avec en grand 1, un renforcement souhaitable de l'autonomie des collectivités locales, et un grand 2, un renforcement encadré de l'autonomie des collectivités locales. Donc dans le grand 1, un renforcement souhaitable de l'autonomie des collectivités locales, on avait en grand A la consolidation de l'autonomie administrative et financière. Donc la consolidation de l'autonomie administrative, c'est-à-dire que on donne en fait un pouvoir décisionnel plus important, que ça peut être une bonne chose, puisque ça permet en fait de prendre en compte les problèmes locaux, de mieux les traiter, de tout ce que vous voulez. Et ensuite, on pouvait relier ça avec l'explication de l'autonomie financière, puisque en traitant en fait les problèmes financiers de manière locale, ça permet de mieux répondre aux attentes locales des problèmes en fait. Il y avait aussi le fait que cette indépendance financière permettait de stimuler la collectivité, et donc de participer à son développement en investissant dans des projets et des services donc, qui répondent aux besoins de la population à l'échelle locale. Donc là, on vient de voir la consolidation de l'autonomie administrative, de l'autonomie financière, mais aussi le B, renouvellement d'un pouvoir normatif local. Donc là, en fait, c'était sur les défis liés au pouvoir normatif, c'est-à-dire le fait que la création de lois à l'échelle locale permettent également de répondre aux besoins locaux. Et donc ça répond à une politique d'adaptation avec le fait que certaines lois peuvent être plus utiles à l'échelle locale plutôt que nationale en prenant tout l'État. Et ensuite, c'était la mise en place, donc toujours dans le grand B, mais la deuxième idée, la mise en place de règles, de décrets et d'arrêtés locaux. Donc on met toujours en avant le fait que, en faisant local, ça répond mieux aux besoins de la population, donc ça peut être sur l'écologie, l'urbanisme, la limitation de vitesse, tout ça, que donc la mise en place de ces décrets était plus adaptée. Il fallait mettre en avant en fait une autonomie vis-à-vis des règles et réglementations donc des collectivités locales qui étaient donc bénéfiques. Ensuite, dans le grand 2, un renforcement encadré de l'autonomie des collectivités locales, avec en grand A, autonomie limitée par le nécessaire respect de la loi. Alors là, justement, en fait, il fallait nuancer avec le fait que ils devaient se conformer aux règlements et aux lois. Donc, bien que les collectivités locales aient un certain degré d'autonomie, il est essentiel que leurs règlements restent conformes aux lois nationales, puisqu'en effet, les collectivités locales répondent tout de même à la capitale. Donc il était important de mettre en avant le fait que cette conformité aux lois permettait de limiter les abus de pouvoir et les conflits qu'il pouvait y avoir en fait au sein des collectivités. Ensuite, il était important donc de mettre en avant la clarification des compétences, c'est-à-dire le fait que l'État soit au courant et inversement de ce qui se passe au sein des collectivités locales. Et on pouvait relier ça avec le grand B sur l'absence d'empiètement sur les compétences régaliennes. Donc les compétences régaliennes, ce sont donc ce qui est en fait du ressort de l'État. Et donc il était important que en fait, les collectivités locales n'empiètent pas sur les compétences régaliennes, avec le fait par exemple donc, de la sécurité intérieure et de la justice, tout ça. Et il n'y a pas par exemple, la police de l'Alsace, tout ça. C'est genre des polices de l'État, mais qui sont un peu partout. Je sais pas si c'est très clair. Et donc, on devait relier les compétences régaliennes, donc les compétences réservées en fait à l'État central, au chef, avec le fait que en fait ces compétences régaliennes, le fait qu'elles soient uniquement, que l'État les possède,
permettait en fait de préserver l'unité nationale et de garantir donc sur des questions cruciales pour la nation dans son vivre ensemble, afin que tout ça soit traité donc de manière cohérente par l'État et qu'il n'y ait pas de division un peu partout. Le but donc c'était de limiter donc toute fragmentation en fait des conflits en interne.